Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire qui est organisé donc conjointement par la commission recherche et documentation et la commission pilotage évaluation. Vous êtes déjà 66 en ligne et ce webinaire a pour objectif de vous faire un point d'étape sur un dossier qui nous occupe déjà depuis quelques années, à savoir la question des indicateurs d'activité et de moyens autour de la science ouverte. Ce projet a été commandé à DACT Activist, avec lequel nous avons commencé à travailler en 2023. Et l'idée, c'est de vous présenter les éléments qui se sont déroulés depuis 2023, sachant qu'on a eu une demi-journée le 11 septembre où on a déjà pu présenter un point d'étape. Or, cette demi-journée n'était pas enregistrée, donc l'idée, c'est aussi de vous présenter plus globalement ce qui a été fait depuis 2023 et où nous en sommes au niveau des deux commissions pour ce projet. Le webinaire est enregistré, donc vous allez pouvoir revoir tous les éléments et vous aurez accès bien sûr au PowerPoint qui s'inspire de ce qui a été présenté le 11 septembre dernier. Alors, nous allons déjà faire une présentation globale de l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, où nous en sommes aujourd'hui? Et nous prendrons vos questions, donc que vous pouvez poser dans le chat après cette présentation globale, pour échanger aussi sur vos besoins par rapport à ce projet et comment on peut y travailler au sein des deux commissions. Donc, petit rappel de l'historique. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé en 2023 et nous avons demandé à Data Activist de nous accompagner sur le sujet, puisque nous sommes amenés, depuis de nombreuses années, à travailler sur ce sujet, à avoir des données d'activité, de moyens autour de la science ouverte, mais c'est mélangé à d'autres domaines, en particulier tout ce qui relève de l'appui à la recherche, sans forcément avoir la facilité de collecter simplement et de manière homogène les statistiques d'activité ou de moyens dans ce domaine. Or, il nous est demandé de plus en plus d'avoir des données sur le sujet, que ce soit en interne au niveau du réseau des bibliothèques ou avec nos partenaires, les autres composantes et services, avec une dimension soit nationale, soit européenne et une préoccupation internationale également. Nous y reviendrons. Donc, l'objectif du travail avec Data Activist, c'était tout d'abord de cartographier les indicateurs existants en France et en Europe. Et on verra même que on est allé plus loin avec notamment l'exemple de l'Australie, de capitaliser sur cette cartographie pour nourrir la réflexion collective et enfin de définir des indicateurs pertinents et voir comment les relier à l'existant. Alors, l'idée, c'était de ne pas avoir des indicateurs qu'on a déjà par ailleurs et qui n'illustrent pas forcément l'activité de la bibliothèque proprement dite. Puisque l'idée, c'est vraiment de valoriser ce qu'on fait au niveau des bibliothèques en lien avec les autres services et composantes ou d'autres partenaires au-delà de l'établissement auquel on est rattaché. Donc, l'idée aussi, c'était de vraiment mesurer et de séparer cette mesure d'autres activités qui sont difficiles à mesurer parce que conjointes. Ensuite, on s'est interrogé sur la nécessité de faire un focus sur les indicateurs et non sur les outils utilisés, puisque aujourd'hui, on a vraiment une logique outil
et pas forcément indicateur, ce qui fait que tout ce qui relève de l'activité est pour ainsi dire invisible, alors que nous le voyons, nous au quotidien, que des indicateurs d'activité et de moyens sont possibles. Il y avait également la nécessité de faire une distinction forte entre les échelles nationales et locales, puisque la difficulté, c'est que on cherche à construire des indicateurs, on va dire, communs au niveau national, mais qu'on a souvent une logique locale qui nous empêche de nous comparer, voilà, à une échelle nationale. Enfin, on a voilà souhaité aussi faire des préconisations différenciées pour l'écosystème général de la science ouverte et pour les bibliothèques, puisque nous sommes des acteurs parmi d'autres, d'où la difficulté aussi d'effectuer ces mesures et de construire des indicateurs. Mais il y a également une activité, des moyens que nous portons, pour lesquels nous sommes acteurs et qu'il est nécessaire de mettre en avant. Alors, la difficulté aussi, c'est que la science ouverte recouvre pas mal de choses. Nous sommes arrêtés à la définition de l'UNESCO pour avoir, on va dire, une cohérence avec la dimension internationale que revêt ce sujet, et aussi des propositions de classification plus fines dans certains cas. Je reviendrai dans voilà, quelques instants sur la définition de l'UNESCO, puisque nous ne l'avons pas tous en tête, ce qui permet vraiment de poser les choses et de voir de quoi on est parti. Ensuite, pour les indicateurs bibliothèques, comme vous le savez, nous avons la collecte de données autour des moyens et des activités, mais plutôt orientée service à la recherche en général. Donc la science ouverte n'est qu'une partie de l'appui à la recherche que l'on peut apporter, d'où la nécessité de bien réfléchir à la construction d'indicateurs permettant d'intégrer cette dimension science ouverte, mais d'avoir en tête que c'est l'appui à la recherche en général et pour aussi répondre à la logique du ministère et même à la logique internationale. On y reviendra tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on doit avoir systématiquement à l'esprit. La synthèse que nous avons rédigée en lien avec Data Activist, voilà, suite à l'état des lieux, a vraiment été structurée en deux grandes parties, puisqu'on a d'un côté les ressources ou moyens, donc c'est tout ce qui est moyens financiers, moyens en termes de ressources humaines, qui nous préoccupent tout particulièrement, et également les activités. Donc là aussi, on a identifié des activités pour lesquelles nous collectons déjà des données en lien avec tout ce qui est appui à la recherche. Donc, voilà la définition de l'UNESCO qui permet vraiment de poser les bases et à terme d'avoir des fiches indicateurs en lien avec cette définition. Donc, la science ouverte s'entend comme un concept inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous, à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société, ainsi qu'à ouvrir les processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société, au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. C'est donc vraiment une dimension appui à la recherche qui a été retenue aussi par rapport voilà, à des normes ISO qui séparent d'un côté tout ce qui est appui à la pédagogie et de l'autre l'appui à la recherche dans les activités, les indicateurs de performance qu'on peut demander aux bibliothèques au niveau international. Alors, pour les ressources
financières. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est parti de l'existant. Donc, à chaque fois, vous verrez dans les slides qui défilent, il y a voilà, différents ensembles avec des codes couleurs pour montrer l'existant, c'est-à-dire les sources que nous avons déjà et pour lesquelles nous sommes sollicités pour remplir des données. Donc là, des données autour des moyens, des ressources, donc tout particulièrement le SGBU. Et comme vous le savez, depuis quelques années, nous renseignons un champ spécifique pour les dépenses en soutien à la science ouverte. Il y a aussi, bien sûr, l'enquête de Couperin, OpenAPC, et aussi, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des demandes, voilà, qui sont demandées par des acteurs différents en lien avec la science ouverte. Et donc, l'analyse, qu'est-ce qu'on constate par rapport à ça? C'est qu'une partie des ressources financières autour de la science ouverte n'est pas recensée. Par exemple, le soutien au modèle diamant, l'organisation d'événements, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus pour la science ouverte, mais ce n'est pas forcément formalisé dans les enquêtes que nous devons remplir. Au niveau national, nous avons effectivement le besoin de collecter des données financières sur le coût du modèle diamant et de mettre en lumière le ratio entre les dépenses en matière de ressources électroniques et de sciences ouvertes. De plus en plus, nous avons sur des fiches de poste cette dimension où nous devons réfléchir à l'articulation entre des ressources payantes et des ressources relevant de l'open access pour mieux penser la politique documentaire de demain. Au niveau local, eh bien, nous avons voilà, ce besoin de développer une collecte globale des coûts financiers relatifs à la science ouverte, puisqu'on se rend compte qu'on a parfois des coûts au niveau de notre établissement, mais aussi des coûts mutualisés, donc que ce soit avec d'autres services et composantes ou avec d'autres établissements. Du coup, il faudrait classifier tous ces éléments-là et en particulier les coûts mutualisés parce que c'est ce qui nous pose le plus de difficultés aujourd'hui. Alors, pareil pour les ressources humaines, vous voyez, il y a un existant. Et donc là, c'est l'occasion pour moi de vous préciser que maintenant, vous avez accès via Cobase ou sous format papier si vous avez acheté la norme ISO 11620 traduite en français. Il a été décidé dans la mise à jour de cette norme qu'il y aurait un indicateur sur le pourcentage du personnel de bibliothèque contribuant à l'appui à la recherche. Lorsque cette norme a été mise à jour, on a justement posé la question, donc lorsque c'était la mise à jour en anglais, pourquoi on n'a pas un indicateur de performance autour de la science ouverte? Et on rencontre les mêmes difficultés que au niveau national, c'est que nous avons aujourd'hui des activités autour de l'appui à la recherche. La science ouverte est intégrée dans cette activité-là, mais elle ne s'y réduit pas. Et donc, l'important pour construire un indicateur, c'est d'essayer de quantifier comment cette activité peut être évaluée à l'intérieur de tout ce qu'on peut faire autour de l'appui à la recherche. Et puis, on a l'enquête récurrente, bien sûr, de la DBU à ce sujet. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que pour les ressources humaines, c'est très partiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des chargés de mission par rapport à des appels à projets obtenus. Et nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de renseigner des champs spécifiques distinguant les moyens pérennes par rapport à des ETP, voilà, des chargés de mission spécifiques et les moyens temporaires puisque les chargés de mission ont souvent voilà, une durée qui a une échéance en termes d'investissement sur ces sujets. Donc ça, par rapport à l'analyse, c'est ce qui nous a paru le plus important.
Et au niveau national, il faudrait de ce fait collecter ces données-là à un rythme régulier et faire évoluer à la marge les catégories où on a dans le SGBU des champs spécifiques pour renseigner à la fois voilà, notre personnel pérenne et temporaire. Au niveau local, il faudrait développer une collecte annuelle, envisager une prise en compte des missions formalisées et la question de la décharge des enseignants-chercheurs, puisque ce ne sont pas forcément que des RH qui sont rattachés à une bibliothèque, mais ça peut être aussi partagé avec les autres composantes et services. Alors, la nouveauté, c'est surtout la dimension d'action de sensibilisation. Donc là, on n'est plus dans les actions autour des moyens, mais dans les actions, donc tout ce qui est activité, données d'activité. Et bien souvent, on parle de formation, alors qu'on a aussi la dimension de sensibilisation. Donc, il n'y a pas de collecte existante. Et le travail avec Data Activist et avec ensuite les deux commissions, ça a été de réfléchir à ce qu'on met derrière le terme sensibilisation. Comment définir, voilà, et séparer des actions de formation que nous faisons déjà et que nous quantifions, que nous renseignons dans des enquêtes diverses et variées. Donc, elles sont en plus ces actions de sensibilisation créatrices de dialogue, d'échange, et on a en particulier pointé tout ce qui relève de l'événementiel. Donc là, on est en plein dedans. Nous avons le printemps de la donnée, nous avons tout ce qui est Open Access Week aussi, avec une temporalité qui tend à s'élargir, à se multiplier, voilà, en fonction des établissements concernés. Et donc, il y a vraiment un besoin de recenser ces éléments-là. De ce fait, il faudrait des enquêtes régulières et voir un peu qui on touche chaque année au niveau de chaque établissement à l'échelle nationale. Pareil au niveau local, il faudrait voir ce qui se passe dans chaque établissement. Alors, plus simple, les actions de formation, on vient d'en parler. On a déjà des données dans le SGBU. Sauf que les actions de formation, voilà, on va dire historiquement, ont été pensées par rapport à la formation, que ce soit pour l'appui à la pédagogie ou l'appui à la recherche. Et donc, l'important sera justement de dissocier qu'est-ce qu'on fait comme action de formation pour la recherche. Et ça peut être en direction d'étudiants de master, par exemple, qui se destinent à une activité de recherche. La distinction par public n'aide pas forcément pour bien distinguer la pédagogie et la recherche. D'autre part, il y a une grande diversité des formats de formation avec les dispositifs doctoraux, avec des crédits, les webinaires, les formations longues, courtes, synchrones ou non. Et la crise sanitaire a diversifié encore davantage les actions qu'on pouvait mener jusqu'à présent, ce qui se traduit dans le SGBU puisque le SGBU a vraiment évolué en ce sens pour davantage renseigner cette diversité des formats. Et donc, au niveau national, on a identifié quelques éléments avec notamment la question de cumul de données relatives à la fréquentation et à la durée, la question de seuil à partir duquel pardon, la formation est classée sciences ouvertes, puisque bien souvent, ben, une formation pour l'appui à la recherche peut aborder différents sujets dont la science ouverte, et à partir de quel moment on part du principe que c'est vraiment la science ouverte qui est abordée et à comptabiliser dans ce qu'on renseigne au niveau de la collecte des données. Pareil, on a de la formation doctorale à l'échelle de collèges, d'écoles. Comment on arrive à ne pas compter deux fois des formations quand on a des actions mutualisées? Est-ce que voilà les formations doivent être avec au-delà d'une durée et en dessous de ce seuil, on part du principe que c'est de la sensibilisation. Donc par exemple, on pourrait partir du principe que les formations c'est à partir de 1 heure
et en dessous d'1 heure, c'est de la sensibilisation. D'autre part, dans les indicateurs bibliothèques, l'idée, c'est aussi de bien distinguer ce qui relève de la formation doctorale et ce qui relève plutôt de la formation, l'accompagnement en direction des publics de niveau recherche, avec les chercheurs en particulier. Au niveau local, on a une logique de caractérisation fine des interventions doctorales par grand domaine qui serait nécessaire et le fait d'identifier la collaboration avec les services de l'université, puisque parfois d'autres services prennent en charge une partie de cette activité, ce qui nous enlève une vision globale dont nous avons besoin. Et on a, depuis quelque temps aussi, déjà dans le SGBU, la dimension de rendez-vous personnalisé. Donc ça, est-ce qu'on le compte à part? Est-ce que on essaye de recenser ces éléments-là? Il y a une grande diversité des formes prises par l'accompagnement personnalisé. Donc comment on arrive, voilà, à bien dissocier les différentes actions et ne pas compter 2 fois la même chose? D'où la nécessité d'une définition commune pour ces accompagnements personnalisés et le fait voilà, d'avoir ce nombre d'accompagnements, la durée aussi, qui revient souvent dans les besoins. Et au niveau local, eh bien, là aussi, il faut voir est-ce que les demandes ont été satisfaites par rapport au nombre de sollicitations qu'on peut avoir. Enfin, il y a tout ce qui relève de l'administration fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps sur l'administration d'outils, sur voilà tout ce qui relève aussi de la gestion de projet, enfin ces éléments-là qui aujourd'hui sont malheureusement invisibles, alors que c'est très chronophage. Du coup, il faudrait aussi travailler sur des statistiques autour du temps qu'on passe sur l'administration de plateformes autour de la science ouverte et avoir à cette fin des outils de comptage harmonisés. Et pour cela, il y a tout ce qui est pourcentage de TP, volume horaire, qui pourrait être quantifié au niveau local. Voilà, merci Nelly. Je vais prendre la suite et je précise, il y a déjà eu pas mal de questions posées dans le chat ou le module questions et réponses. N'hésitez pas à en poser d'autres. Ce qu'on propose, c'est de les prendre à la fin. On pourra revenir thème par thème pour répondre à vos questions ou commenter vos remarques. Donc les indicateurs que Nelly vient de vous présenter, ce sont ceux issus du travail mené par Datactivist avec les 2 commissions. Ils ont été présentés lors de la journée de travail en septembre en introduction d'une table ronde qui a réuni voilà, toutes les personnes que vous voyez ici à l'écran pour voilà, discuter, échanger sur ces indicateurs et partager les points de vue, relier ça avec d'autres initiatives qui existent, en particulier l'Open Science Monitoring Initiative, le projet Pathos et puis bien sûr le baromètre de la science ouverte, hein, le BSO, toutes ces initiatives qui tournent autour de la science ouverte, mais plutôt de la mesure des produits, des résultats de la science ouverte. Cette table ronde a été suivie d'ateliers pour continuer à travailler sur ces indicateurs. Les conclusions de la table ronde et des échanges qu'il y a eu ensuite avec la salle, c'est qu'il y a effectivement un intérêt qui est renouvelé pour des indicateurs harmonisables, y compris à l'échelle internationale. Aujourd'hui, ça manque et c'est important de pouvoir positionner des établissements, mais aussi des pays les uns avec les autres qui a effectivement aussi un gros intérêt à articuler ce travail sur les indicateurs d'activité et de moyens avec les initiatives telles que OSMI, Pathos ou le BSO. Donc ça, c'est quelque chose à garder en ligne de compte dans la suite du travail, dans l'élaboration fine des indicateurs, faire en sorte qu'ils puissent être voilà, partagés avec ces autres initiatives.
Un des constats aussi, ça a été que l'articulation éventuelle avec le SGBU semble pas évidente de prime abord. C'est-à-dire que comme l'a présenté Nelly, hein, il y a déjà pas mal d'éléments qui sont distillés à droite et à gauche dans le SGBU avec une vision partielle, parfois incomplète. En tout cas, il n'y a pas de point d'entrée unique autour de la science ouverte. C'est un vrai enjeu, mais la réponse, en tout cas dans l'immédiat, ne viendra pas forcément de l'ESGBU. C'est-à-dire que à court terme, en tout cas, à court moyen terme, en tout cas, il n'est pas envisagé de faire évoluer le SGBU pour rendre les activités directement liées à la science ouverte davantage visibles. Un des maîtres mots de l'après-midi de travail du 11 septembre, ça a été la faisabilité et la rusticité. Euh, Tous les acteurs présents ont rappelé qu'il était indispensable d'aboutir à des indicateurs qui soient simples, qui soient faciles à compléter, donc qui n'occasionnent pas une surcharge de travail ou de suivi pour les établissements, qui soient faciles à actualiser et faciles à comparer. Donc c'est tout l'enjeu de ce travail, d'avoir cet équilibre entre des indicateurs à la fois précis, mais en même temps rustiques. Si on détaille ensuite ce qui a été les échanges qui ont été partagés dans les ateliers, en prenant item par item, et en commençant par les ressources financières, la question c'est comment définir précisément ce qui relève de la science ouverte, parce qu'on voit bien qu'il y a certaines dépenses qui sont un petit peu à la frontière. Est-ce que par exemple, lorsque un établissement souscrit à des accords de lecture et publication, à partir du moment où il y a un volet publication en libre accès, est-ce que ça peut être considéré comme de la science ouverte? Est-ce que ce sont des coûts à prendre en compte? Un établissement organise des initiatives autour de sciences et société, est-ce que ce volet sciences et société, qui fait partie hein, de l'écosystème global de la science ouverte, est-ce que c'est à prendre en compte dans les dépenses liées à la science ouverte? Là aussi, c'est une vraie question. Le gros du travail, là, c'est vraiment de faire remonter de sélectionner, pardon, les coûts à faire remonter et de sélectionner des coûts qui soient, comme on l'a déjà dit, hein, suffisamment représentatifs, mais en même temps faciles à récupérer et faciles à actualiser avec des bases de calcul qui soient universelles ou en tout cas communes à l'échelle nationale. Et donc, peut-être que une solution, ça sera un indicateur qui ne sera pas forcément exhaustif. Peut-être que l'une des conclusions de ces ateliers, c'était de se dire, il est peut-être illusoire de se dire qu'on pourrait aboutir à des indicateurs qui nous permettent de faire remonter de façon simple, immédiate et facilement comparable 100% des coûts supportés par un établissement en matière de sciences ouvertes, mais peut-être qu'on sera plutôt sur certains postes de dépenses un peu emblématiques, un peu universels, partagés et encore une fois faciles à faire remonter. Sur les ressources humaines, là encore, c'est toujours la difficulté de la faisabilité. Est-ce que une des clés pour mesurer les activités en matière de sciences ouvertes, ça va être de travailler à partir des fiches de poste? Et peut-être que sur ça, ou comme on est si on part sur des fiches de poste, sur des pourcentages d'activité par exemple, euh, la forme serait plus une enquête régulière, tous les 2 ou 3 ans, plutôt que sous forme d'un tableau de bord. Et pour le coup, l'enquête régulière, ben, ça fait écho au travail qui est mené par la commission recherche de la DBU sur notre enquête régulière autour des services d'appui à la recherche. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait quelque chose à imaginer pour l'adapter et avoir un focus là encore sur la science ouverte? Le constat qui a été partagé, c'est que c'est difficile de scinder les activités entre sciences ouvertes strictes et appui à la recherche, mais pour autant, c'est bien l'activité et les moyens sciences ouvertes qu'on cherche à mesurer. Donc c'est un des défis aussi. Comment compter par ailleurs le travail interétablissement et partenariat? Ça, c'est quelque chose qui est remonté plusieurs fois dans les ateliers. Voilà, éviter là encore de compter 2 fois les mêmes choses et par ailleurs essayer de valoriser ce travail transversal. Et puis une question de périmètre, c'est-à-dire qu'évidemment en tant qu'ADBU, on a un prisme service documentaire, mais on sait bien que la science ouverte, c'est une politique qui traverse les services, les directions de nos établissements. Donc, comment compter sur cette partie ressources humaines, mais en fait, ça pourrait s'appliquer aussi aux autres indicateurs, compter ce qui est consacré à la science ouverte ailleurs dans l'université et notamment dans les unités de recherche.
Sur les actions de sensibilisation à la science ouverte, c'est identifié comme un indicateur important parce que aujourd'hui c'est mal remonté et pourtant il y a un enjeu de visibilité. Mais un enjeu aussi de savoir compter de façon efficace une activité qui est par nature irrégulière, hein. La sensibilisation, ça va passer par exemple par l'organisation de jours ou de semaines consacrées à la science ouverte et ensuite il va peut-être rien se passer pendant 4 ou 5 mois. Comment on peut compter ça? Les ateliers ont rappelé, mais ce qui a déjà été dit, hein, que la distinction entre action de formation et action de sensibilisation, elle peut être assez ténue. Donc là encore, il y a des critères à affiner. Est-ce que ça va être un critère de durée, un critère de public ciblé? Voilà, il y a encore des questions sur lesquelles les deux commissions doivent travailler. Et puis, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Est-ce qu'on veut mesurer le temps passé aux actions de sensibilisation? Est-ce qu'on veut mesurer plutôt le nombre de personnes touchées? Avec là encore une problématique de faisabilité du recueil de ces données pour pas alourdir les choses. Et puis, un dernier élément qui a été signalé dans un des ateliers, c'est y aurait-il un intérêt à distinguer les sensibilisations à destination des professionnels de la documentation, c'est-à-dire toutes les actions qu'on fait à destination de nos collègues qui sont pas qui ne travaillent pas directement dans l'appui à la recherche, de sensibilisation plus large. Voilà, nos comités de recherche, voire la communauté universitaire ou au grand public au sens large. Euh, sur la partie formation, hop, là encore, on retourne un petit peu sur les mêmes questions, sur comment distinguer par exemple les formations à la science ouverte du reste, hein. On sait bien que dans nos actions de formation, d'accompagnement des équipes de recherche aujourd'hui, on fait, comme l'a dit Nelly, de l'appui à la recherche au sens large. La science ouverte, elle est un peu partout, mais c'est pas non plus 100% du temps qui est consacré. Comme encore une fois, notre objectif, c'est bien de mesurer l'investissement dans la science ouverte et pas dans l'appui à la recherche au sens large. Il y a quelque chose à travailler là-dessus. Comment mesurer aussi les formations qui sont mutualisées, les formations transversales, et là encore, qu'est-ce qu'on mesure? Et une collègue qui a aussi posé la question, est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire remonter séparément les formations dans le cadre des alliances européennes? Voilà, ça fait partie des questions qui se sont posées. Sur la partie accompagnement personnalisé, là encore, je me répète, mais distinguer la part science ouverte des accompagnements à la recherche au sens large, c'est pas évident. Et une autre question, c'est que cet accompagnement personnalisé peut prendre des formes différentes entre un simple échange téléphonique, un échange de mails, un rendez-vous au présentiel, voire une suite de rendez-vous en présentiel. Euh, voilà, un temps de travail sur un plan de gestion de données, par exemple. Il y a des formes différentes, donc il va falloir compter ça de façon homogène. Peut-être aussi, est-ce qu'il faudrait par exemple définir une durée minimale? Voilà, un échange téléphonique de 5 minutes, eh ben, c'est pas de l'accompagnement personnalisé, mais quand on passe une demi-heure au téléphone ou quand on échange plusieurs mails, ça pourrait être pris en compte. C'est vraiment un critère à travailler. Et puis, dans la définition de cet accompagnement, sur quelle sollicitation, sur quel niveau, est-ce que on compte de la même façon les accompagnements pour des étudiants de niveau master ou pour des équipes de recherche? Il y a des vrais sujets, c'est sans doute un des items sur lequel il y a encore le plus de questions à trancher. Et puis, dernier indicateur sur l'administration de plateformes et outils, donc le temps consacré à faire de la curation de dépôts dans HAL, par exemple, ou de l'administration dans Recherche DataGouv. Ce sont des choses qui prennent du temps, mais qui sont peu visibles actuellement parce que c'est noyé dans des fiches de poste plus larges. Et pourtant, donc, ça serait important de mesurer ça. Mais pour ça, il y a besoin d'une typologie claire des activités concernées, jusqu'où on va. Est-ce que, un des exemples qui émerge en atelier, c'est sur le traitement des thèses de doctorat. À partir du moment où nos thèses de doctorat, lorsque l'auteur est d'accord, elles sont mises en libre accès, on contribue à la science ouverte. Est-ce que les collègues qui traitent les thèses, ça peut être considéré comme du temps d'administration de plateforme au service de la science ouverte? C'est une question. Pour conclure, avant le temps d'échange, on voulait partager avec vous un premier exemple, une première matrice de fiches indicateurs. Et ce sont ces fiches sur lesquelles maintenant on va se pencher un peu plus entre commission recherche
et commission pilotage. Euh, voilà, on a pris l'exemple de formation à la science ouverte à destination des doctorants, avec pour chaque indicateur, il va falloir qu'on travaille sur une définition, un périmètre d'application, et vous voyez ici ensuite quelques éléments méthodologiques pour développer l'indicateur. Voilà, bien savoir ce qu'on mesure, définir les termes utilisés. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui existent par ailleurs? Quelle méthodologie est à employer. Donc ça, cette méthodologie-là, on a déjà commencé à y travailler en intercommission, mais l'objectif maintenant, c'est de la transformer, entre guillemets, transformer l'essai en créant les indicateurs proprement dits, en définissant des chiffres qui soient, encore une fois, faciles à mesurer et faciles à comparer. Vous l'aurez compris, là, il est presque midi et demi, donc on va approcher de la conclusion. Vous l'aurez compris, c'est un travail qu'on vous a présenté, un travail qui est encore en cours avec cette étude initiale de data activiste, la synthèse sur laquelle la commission a travaillé et la réflexion qu'il y a eu en septembre autour de cette synthèse. Euh, pour vous donner un petit ordre d'idée de la suite, eh bien, les deux commissions vont continuer à travailler et cette fois-ci vont travailler à la rédaction des fiches indicateurs proprement dites. Là, c'est vraiment notre objectif maintenant pour les mois qui viennent. On a une première échéance fin mars, avec cet objectif ben voilà, de pouvoir élaborer des indicateurs qui soient réalistes et qui puissent en même temps être reliés, connectés avec d'autres initiatives. Voilà, on a cité OSMI, Pathos, le BSO, mais aussi OSIR. Voilà, ce qui est indispensable, évidemment, c'est de ne pas travailler dans notre coin, mais de faire vraiment ça en lien avec tout l'écosystème de la science ouverte. Nelly, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors déjà, le PowerPoint, vous le trouverez sur la page web de la DBU avec l'enregistrement de ce webinaire. Et on enrichira progressivement cette page avec les livrables, voilà, à chaque étape. Voilà, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. On espère que voilà, il vous a intéressé, que ça a répondu à vos questions. Et puis, on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour continuer à vous tenir informés de ce projet et des résultats qu'on va obtenir.